plaît. Alors, Colonna, Baptistin, 5 juin 1935. Ouais. Moi, j'habitais à Toulon. J'habitais la rue Albert. Pour peu que vous connaissiez un petit peu Toulon, le cours Lafayette. Oui. Bon, il aboutit à la place Louis Blanc. Et moi, j'habitais dans un immeuble au bas de la rue Albert. Et le sabordage de la flotte, tu vois, on était à côté du port. Quand ça commence à péter, ma soeur, elle était dormie chez ma marraine. Ma mère le rêvait, tout ça, et on part vers le port. Tu avais 5 ans, là, pour près. Ouais, voilà. Le sabordage de la flotte. 7 ans. Ah, j'étais petit, oui, j'étais... 35, 42. Ouais, ouais. Moi, 35, le sabordage de la flotte, je l'ai vu en direct, c'est-à-dire j'étais sur le port. Et ensuite, l'entrée des Allemands dans Toulon. Et les Allemands sont arrivés du Mourillon, ils sont arrivés avec les Sud-Africains. Ma mère était poissonnière. Et après, on est parti à la poissonnerie qui n'était pas loin, puisque la poissonnerie... Et là, il y avait une quinzaine de poissonnières, de ce que je me rappelle. Elles criaient aux Allemands. Ils avaient les trucs de motos, tout ça. Je te dis pas tous les noms d'oiseaux des poissonnières, tu vois. Déjà. Et l'entrée de l'arsenal n'était pas à la même position qu'aujourd'hui. Non, c'est la configuration d'aujourd'hui de l'arsenal. Elle est, si je te rappelle, elle était totalement différente. Voilà. La porte était complètement de l'autre côté. Bon, peu importe. Et donc, ils sont rentrés dans l'arsenal. Et après, ils avaient ramassé tous les militaires. Parce qu'à cette époque-là, les gens, ils avaient encore ils se mettaient pas en civil. Donc, tous les matelots. Alors, les matelots, ils les ont largués, les petits grades, ils les ont largués rapidement. Ils avaient rassemblé tous les autres, les officiers, tout ça, à la place de la Liberté. Tout ça, je le revois là. Et les poissonnières, connard! Les gens qui passaient vite, en plus en français. Tu avais peur, tu étais impressionné, toi? Pas du tout. Alors, j'ai pas du tout peur, pourtant ça pétait. Pétait les flammes, les bateaux, tout ça. Je dois être un des derniers qui ait vu vraiment le bordage de la flotte. Hein. Ça, ouais. Et, ah non, je me rappelle bien, tu vois, je veux dire, je ne suis pas affecté par l'âge, je te le dis tout de suite. Hein. Bon, et les poissonnières, je me rappelle encore, voilà. J'ai vu le Pétain. Alors là, on nous avait mené le voir Pétain. Il était devant l'église qui est au bas du cours Lafayette, voilà. Là, il était là, il a fait... Nous, là, hein, tu vois. Et après, bon, ma soeur est partie, la ville de Toulon, les enfants, ils les ont envoyés. Et moi, je suis parti, et pareil, ma soeur était à la Corbelaire. Moi, j'étais à l'époque à Pisançon, côté de péage. Puis finalement, ma mère avait me reprendre, elle m'a trouvé à Corbelaire. Et chose assez exceptionnelle, le petit-fils, qui était ingénieur à truc où ils font les fusées là-bas. Et on se revoit, là, il va venir manger avec son épouse, tout ça. Donc c'est le petit-fils. Il n'était pas né quand moi je suis allé à Corbeil chez ses grands-parents. J'étais dans une ferme. Et là, on tient toujours Alain, lui il était ingénieur. Tu n'as pas vu les bombardements alors? Tu n'étais pas là pour les bombardements? Non, j'ai manqué de... Il y a un truc, tu parles toujours de maman et de papa. Il était où, papa? Mon père, lui, il était à l'Arsenal. Il allait travailler. Mais ma mère, tu sais, c'était une poissonnière. Mon père était assez effacé. Il est mort après, mon père. Au retour, j'étais après la guerre, tout ça. Mais mon père, il était corse. Il venait de trucs. Et maman était corse aussi? Ma mère, non, je sais pas. Bonne provençale, hein, le patois, les trucs. Par contre, la pauvre, ça n'avait pas écrit. Moi, j'ai eu des parents qui n'avaient pas d'instruction. Autour de moi, je dis, j'ai eu personne. Voilà. Tu avais un frère, c'était seul? J'ai ma frangine, mais elle est morte aussi, elle. On va rester pour la libération, vous n'êtes pas là. Le 15 août 1944, le débarquement. Non. Voilà. Mais après, j'ai tout vu après. Bon, ce qui a marqué, c'est les bombardements, toutes les. Ouais, c'est ça. Et puis moi, je faisais partie des enfants de Besagne. Ouais.
C'est considéré que la racaille qui se contentait de tirer la clochette, de faire les trucs. Parfois, c'était la raille. C'était la raille. Non, c'est sérieux, j'ai joué. C'était. Alors, je vais vous expliquer. Oui, j'étais jeune, 3,40. Ah oui, bon. Moi, je courais vite. Alors, c'est vrai, je courais vite. Et c'était Baudrero. Ah oui, Baudrero. championne de France. Ouais. Et donc, bon. Et après, j'ai quitté le rugby pour aller faire de la gym artistique à la Pau-Patria. On s'entraînait dehors aussi l'été. Et les gens qui étaient assis sur le parapet, avec les immeubles, hein, ils nous regardaient. On faisait de la gym artistique. J'ai été champion de France avec le truc. Non, on était à la Pau-Patria, c'était quelque chose. Et au rugby, c'était bon, quoi. Ah, au rugby, j'étais bon. Je courais vite, moi. J'étais pas grand, mais je courais vite. Voilà. Mais j'ai quitté pour ça, là, pour aller faire de la gym, mais sans conviction, hein, je veux te dire. Bon, c'est la richesse. C'était ça. Bon, alors après, j'ai fait les concours. On était allé à Roubaix, j'ai fait. Oui. Je me suis déplacé, tout ça. Mais le rugby, ça m'a vite ça me plaisait. Et maintenant, c'est mon neveu qui entraîne. Pierre Mignoni. C'est le petit-fils de ma soeur. Ah bon? Ouais. Tu le savais? Non. Mais voilà. C'est Mignoni. Ça enregistre. C'est Mignoni. Ah ouais. Ma soeur vas s'appelait Mignoni. Ouais. Voilà. Alors, votre carrière professionnelle, quand est-ce que vous rentrez dans la vie active? Alors, je suis rentré à l'apprentissage en 1950. Directement au chantier. Ouais, j'ai fait un concours. Alors, je ne raconte pas, il y avait des événements. C'est par le hasard d'une personne que j'ai appris ma mère a appris qu'il y avait un apprentissage au chantier. Et elle était poissonnière. Et elle avait comme cliente la femme d'un ingénieur du chantier. Et c'est lui qui m'a fait inscrire pour le concours. Voilà. Donc vous rentrez au chantier en tant qu'apprenti. Quelles sont votre carrière, alors les métiers successifs Alors j'ai fait, on avait la première année, c'est un petit peu toutes les professions. Et après la première année, on répartit en fonction des spécificités humaines, tout ça. Moi, ma foi, on me dit, tu seras traceur-coq. Je ne savais pas du tout ce que c'était d'ailleurs à l'époque, à l'apprentissage, bien qu'on ait eu un petit plancher à l'apprentissage. Et on m'en faisait des petites choses. Donc je suis allé après sur les travaux et à l'atelier traçage. Voilà. Et après je suis monté à la salle à tracer. Voilà. Jusqu'à la fin, vous avez été traceur Après j'ai passé mon CAP de traceur de coq. Hein. Au bout de 3 ans, chacun, les chaudronniers, les trucs comme ça. Alors la première année, on faisait quand même un peu des stages. Moi j'ai fait la menuiserie et la chaudronnerie. Alors j'ai été émerveillé à l'époque parce que les apprentis qui avaient fait des vases, tout ça, et à la menuiserie, le truc de la menuiserie, c'était le truc de damier. Alors, tu as un moyen qui était bien réussi, mais tu as un moyen qui était plutôt... Voilà. Après, quand on a fini les stages, pour la deuxième année, on a eu l'affectation. Donc moi, on m'a dit que j'avais les qualités pour être traceur de coq. Et voilà, et je suis parti comme ça à l'atelier, après je suis monté à la salle à tracer. Je dis toujours, même maintenant, j'arrive à avoir, il n'y a pas de sorcellerie, j'arrive à avoir un peu dans l'espace. Ça ne peut pas s'expliquer ça. D'accord. Ça ne peut pas. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que le métier de traceur de sol, c'était le métier noble au chantier. C'était un métier noble et tous les traceurs, On avait une prime en plus. Ils avaient une prime en plus, mais ils avaient surtout un aura et c'était les tchans du chantier. Ouais, c'était les tchans, c'est vrai. Et donc vous êtes au traceur taulier jusqu'à la fin de votre carrière? Après, après je prépare un CAP de dessinateur industriel, je l'ai réussi, tant mieux. Et après je suis monté avec Didier, au-dessus toujours de la salle à tracer, mais c'était l'endroit. Et quand on a fait on a commandé la grue de 80 tonnes, la grosse grue, là, c'est qu'on a fait la première étrave qu'on a mis en bloc. Et Didier, alors là, avec Didier, je préparais mon CAP de dessinateur. Monté chez Didier, je restais à peu près 1 heure, donc c'était déjà
20 heures à passer, et j'attendais, alors l'été ça allait, mais l'hiver quand je le faisais, j'attendais le bus là, tu vois, qui descendait pour regagner. J'arrivais chez moi, donc j'ai passé mon... Tu prenais le bateau à l'époque? Non, il n'y avait pas le bateau, il n'y était pas. Et donc, après j'ai travaillé chez moi, j'ai fait le CAP, Didier m'aidait un peu, hein, tout ça, et j'ai passé le CAP de dessinateur. Autrement dit, j'ai le CAP de Trassorcoq, le certificat d'études, mais tout ça autodidacte. Et, je le dis parce que j'en suis fier de ça, j'ai donné des cours chez moi à des copains. Eh bien, il y avait des copains qui venaient, j'avais 2 copains du chantier à qui je donnais des cours de maths, de géométrie. Ça, c'est peu connu. Le Didier dont vous parlez, c'est... Maurice. C'est un ingénieur, non? C'est un ingénieur. Comment il s'appelle? Maurice Didier s'appelle. Il est mort il y a longtemps qu'il est mort. D'accord. Oui. Donc, professionnellement, jusqu'à la fin de votre carrière au chantier, après, j'ai été dessinateur, oui. Dessinateur. Jusqu'au fin, alors, en fait, j'ai 2 métiers. Trassorcoq et dessinateur industriel. Voilà. Alors, justement, on revient à l'entrée au syndicat, donc c'est ce que vous venez de dire. Les copains viennent nous voir en disant c'est pour boucher un trou. Voilà, pour boucher un trou, voilà. Alors, comme ma femme, il connaît que ma femme était engagée politiquement, on dit on va lui demander. Alors, quelle liste elle était? Hein? Quelle liste? C'est Daniel. PC. PCF. Voilà. Donc, et va te faire. Bon, la chose devait me dire t'es élu. Vous m'aviez dit que j'étais pas. Non, mais t'es. L'autre, il n'a pas eu les voix, tu y as passé devant. Donc, enfin, je ne savais pas à cette époque-là, honnêtement, je ne savais pas du tout à quoi ça disait m'entraîner. Voilà. Le syndicat dont vous parlez, c'est la CGT. CGT, absolument, la CGT. Donc, on est rentré. Alors, le CE n'était pas. Il était au-dessus de la. À gauche, il y avait la coopérative au-dessus. Il y avait 2 salles. Une petite salle, et après, une plus grande, on faisait des réunions. Voilà. L'élection dont tu parles, c'est l'élection comité d'entreprise. Comité d'entreprise. D'accord. Alors, à partir de là, vous entrez, si j'ose dire, par accident, mais petit à petit, vous allez prendre des responsabilités. Oui. Allez, raconte-nous. Alors, les responsabilités, d'abord, on me dit, le poste de secrétaire était automatiquement attribué à Manuel. C'était la règle. Et là, bon, moi je suis secrétaire adjoint. Voilà. Donc, sans trop de connaissances, à quoi ça servait. Tu étais ETDA, toi? Là, j'étais déjà ETDA, oui. On fait alors, donc, il y avait la bibliothèque aussi. C'était le grand truc. Et Fernand Andrieux, à l'époque, quand les gens y partaient, il allait chercher l'argent qu'il avait besoin et donnait aux commissions pour qu'elles aillent acheter. Voilà. Après, moi, j'arrive. Je commence à mettre un peu d'ordre dans l'administration, numéroter les lettres, tout ça. Et puis un jour, je dis, il faudrait peut-être que, en ce qui concerne l'argent, ce ne soit pas comme ça, parce que c'est de la main à la main, on fait confiance à tout le monde. Et il y avait Julien Roche, il était à la section peinture, ancien directeur du personnel de chantier, qui est décédé aujourd'hui. Hein. Section peinture d'art, peinture, voilà. De dessin. De dessin, voilà. Et je discute un peu et je dis, il serait peut-être bon que nous mettions nos fonds à nous dans une banque qui va nous le rémunérer. Alors que l'argent que comprenait le chantier, c'était le chantier il allait pour la... Alors au début, ça a été un peu dur. Hein. On avait l'habitude que les gens venaient prendre de l'argent et quand on leur a dit, non maintenant, vous dites, vous faites des achats, leur demander de nous envoyer la facture au trésorier. Là, il y a eu 3-4 années difficiles. Hein. Emmanuel avait mal accepté ça. Il n'y avait rien contre tout, c'était faire de l'ordre. Voilà. Et petit à petit, c'est rentré, on a pris l'habitude, il y avait un trésorier qui s'est occupé des comptes correctement. Après, on a pris un petit peu un cabinet comptable. Alors, ensuite, il y avait des anecdotes. Moi, j'ai été nommé, comme il y avait plusieurs chantiers, il y avait le comité central d'entreprise. Donc, il y avait 2 représentants des salariés. Il y en avait un du Havre, un copain du Havre, voilà. Et puis, il y avait moi qui représentais les ETDA, voilà. Donc, Et mon premier conseil d'administration, je n'étais jamais monté un conseil d'administration, je le dis encore, je ne savais pas,
C'était à côté de la rue, c'est une rue perpendiculaire, je pense, parce qu'il y a eu le feu d'artifice, je regardais là tout. C'était une rue qui est perpendiculaire à la Tour Eiffel, le siège de la société. Et il y avait encore la courbette, j'ai vu la courbette, c'est-à-dire que les employés, quand ils passaient le PTG, Monsieur le Président, quand je raconte ça, les gens ils me regardent, ils doivent penser que je suis fada, mais pas du tout. Là, on était en 1966. Oui. Ah ouais, un peu plus quand même. Voilà. Après, c'était déjà les CNIM, là? Non, non pas les Donc, CNIM c'est sont encore pas les FCM. Non, non, là c'était Avant- les c'est après FCM. 66. Voilà, Oui, ça, c'est après les CNIM sont venus après. C'est ça. Voilà. C'est eu les chars, tout ça. On est coulé après avec les chars. Et il y avait au conseil d'administration. Alors, c'est amusant, il faut l'avoir vu, parce que ça, quand je dis ça, ça n'a pas de sens. Les sièges de la table du conseil, c'était comme les sièges, le truc bombé rouge là, avec les clous. Et seul le PDG avait les accoudoirs. Ah, Seul le PDG. Voilà. Donc il y avait la courbette déjà. Et quand il y a eu la fin des FCM, que le président il a démissionné, il y avait le conseil d'administration. Alors, on ne peut pas transmettre l'atmosphère. Alors vous avez. Et il y avait le maire de Neuilly, c'est Sarkozy qui lui a succédé, qui était membre du conseil d'administration des FCM. Alors bon, le grand débat, monsieur le président, ceci, cela, puis le président se dit, messieurs, je vous donne ma démission, et il se lève. Monsieur le président, et il se lève, quitte le fauteuil pour s'asseoir sur une chaise. Nous nous en conjurons, vous n'avez pas démérité, tout ça. Bon, ce petit tralala, tout ça, et on s'en va. Et je le revois encore, il me prend par le cou en sortant. Et il me dit, finalement, monsieur Colonna, les braves gens là sont chez vous. Ouais. Là, ça fait un paquet d'années, hein. Je me rappelle de cette phrase. Et donc, ça a été la fin des FCM. Voilà. Après, on est devenu les autres sociétés que vous connaissez. ben, c'est ma question d'après. Alors. Les grandes dates qui vous ont marqué. Je suppose qu'il y a celle-là, c'est la fin des FCM. Et, sur les FCM, sur les chantiers. Sur votre carrière en général, qu'est-ce que c'est? Quels sont les événements qui vous ont vraiment... Je dirais que c'est l'arrivée de la gauche. Oui. C'est l'arrivée de la gauche au gouvernement. Bon, c'est ça. Ah oui, oui, ça a changé. Alors, là aussi, il y a eu beaucoup de désillusions. Oui. Parce que moi, j'étais le représentant des salariés au conseil d'administration, et donc on n'avait droit à rien. Si je demandais qu'ils pouvaient me répondre ou pas répondre. Et la seule chose qui a changé dans le conseil d'administration, c'est le droit aux représentants des salariés de poser des questions. C'est tout. Voilà. Et ça n'apportait rien, tout ça. Bon, voilà. Alors après, il y avait un certain respect des gens quand ils finissent par te connaître. Voilà. Bon, quand il y a Weber, après quand Weber est arrivé, au conseil d'administration, la prime de vacances, dont tout le monde, souvent les copains me disaient, c'était pas encore entré dans les mœurs, les vacances. Et j'ai dit, moi j'étais à Tourisme et Travail, il ne faut pas oublier que j'étais secrétaire de Tourisme et Travail, national et local. Alors, donc avec la responsabilité nationale, j'avais. Parce que c'est Tourisme et Travail. C'était l'organisme de loisirs. Ouais, nous, ils géraient Alos. D'accord, c'était quoi comme tendance? C'était à gauche. Il ne faut pas se cacher. Mais c'est mort, il est mort, Tourisme. Tourisme et Travail est né de la guerre, après la guerre. Ça a été une grande association nationale. Voilà. Ah ouais, c'était très important, Tourisme et Travail. Puis après, ce qu'il y a, bon après, moi j'étais à l'initiative de la maison familiale à Alos. Alors au début, ça n'a pas fait l'unanimité, je vous dirais que même certains ne comprenaient pas, on va obliger les gens à aller, tout ça. Et 4 ou 5 ans après, les gens, ils ont fait, comme les gens me disaient, oh putain, là c'était une bonne chose. Hein. Et c'est le plaisir d'avoir vu des gens qui ne savaient pas skier devenir des athlètes du ski, des copains du chantier, voilà. Le salut, c'était Raymond, à l'époque c'était Raymond. Hein. Raymond Nimot. Ça a été Raymond Nimot. Bon, après ça a été Pépineau. D'accord. Et toi, tu étais donc
La règle, c'était toujours le secrétaire des manuels. D'accord. Ça, c'était la règle. Il fallait que le secrétaire soit... Il fallait que le secrétaire, automatiquement, c'était de... Et alors, la chose aberrante, c'est que je crois que j'ai vu 5 secrétaires de manuels, et moi, j'ai fait tout le temps. Tu étais élu pour les Adjoint. adjoints. Voilà, j'étais secrétaire adjoint. Ouais. Sur les fonds du CE. Il y avait Ah suffisamment. oui, il y avait des... Non, il y avait des fonds CE. Alors après, je n'ai pas continué. Après, quand on a les fonds du CE, qu'on a mis l'expert comptable, alors là, ça a été un petit peu difficile. Et les commissions, les commissions n'avaient pas d'entité juridique. C'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas disposer de carnet de chèques. Et ça m'a beaucoup ennuyé. J'étais encore au QG, il y avait Julien Roche qui était à la section peinture. Et je fais un peu le tour, toutes les banques me disent c'est difficile, monsieur Colonna, c'est pas un truc juridique. Et je vais au crédit municipal. Je ne sais pas comment j'ai fini au crédit municipal, à côté des Halles à Toulon. Et je vais voir, pour voir que les commissions puissent avoir un propre compte, qu'elles puissent avoir un chèque. Comme ça, nous pouvons mieux contrôler les dépenses quand tu donnes l'argent laisse. C'était peu. Et le gars, il m'a dit, écoutez, normalement, je ne fais pas ça, mais je vais vous le faire, à condition que vous me mettiez un petit peu des fonds sur notre... pas de problème. Voilà, donc, toutes les commissions ont été dotées d'un carnet de chèques. C'était fini, plus d'espèces. Alors, je vais te dire, là, j'ai eu les breaks. Hein. Il y a un paquet qui ont voulu me faire sauter. Ah, voilà, là, je ne me suis pas fait des amis, là, je vous le dis. Hein. Putain. Après, et là, par contre, alors là, sur tous ces trucs, Raymond a toujours été derrière. Je ne peux pas dire que c'est les différents que j'ai eu avec Raymond, mais là, je peux quand même le reconnaître cette chose. Ça sera comme Titin, il a fait comme ça, et ça sera comme ça. Voilà. Et donc, on s'est retrouvés, tout comptabilisé, absolument tout. Il a fallu du temps, hein. Puis des habitudes avaient été prises, c'est plus facile, je vais me prendre des sous. J'ai oublié de la demander, toi. Et après, ça nous a permis aussi, nous, de voir où c'est qu'on dépensait, où c'est qu'on pouvait éventuellement faire des économies ou pas. Par contre, faire un peu plus d'efforts à d'autres endroits, voilà. Tout ça. Alors, je peux dire que l'administration, je me la dois moi-même. Hein. Voilà. Oui. J'ajouterais, moi, que le fait d'avoir fait ce complexe, tous les tournois interateliers de foot, ils se faisaient là. Alors que là, avant, il fallait demander le terrain. Ici, oui, ça demander à Biart, ici. T'as une anecdote? Vraiment révolutionnaire. Alors, de tout ça. l'idée, c'est que, à l'origine, des copains chez les manuels, hein, mais chez les copains qui pratiquaient du sport, tout ça, manuel ou pas manuel, hein, bon. Ouais. Et chaque fois qu'il fallait qu'on fasse une épreuve, il fallait aller à la mairie, demander des trucs, c'était pas simple, quoi. Bon, on avait toujours l'accord en général, hein, sauf situation particulière, mais bon, il n'y avait pas de problème. Mais on n'avait pas de disponibilité, on ne pouvait pas décider, dire on va faire ça. Bon. Et il s'est trouvé, alors l'origine, ça honnêtement je ne me rappelle plus, il y avait une histoire de terrain qui était libre, tout ça, et les copains disent est-ce qu'on pourrait l'avoir, bon. Donc, et je vais voir Paul Louiton. Paul Louiton, c'était un architecte, toi tu dois le connaître. Oui, Paul Louiton, tu connais. Il est célèbre. Voilà. Alors, Paul Louiton, donc on a cette possibilité de ce terrain, on fait une consultation pour des trucs, elle revient favorable pour qu'on puisse acquérir ce terrain et faire un projet. Donc on a demandé à Paul de nous faire un projet complet avec les fameux cours de tennis, la maison du gardien, il y a la maison du gardien. Je me le rappelle plus de tête, bon, ça fait vieux déjà ça. Hein. Voilà, donc il n'y a pas eu, je crois que ça a été, oui, voilà, ça a été par tract, ça a été donc diffusé, on allait acquérir ça et qu'on allait pouvoir être libre de décider de notre propre emploi du temps au niveau du comité d'entreprise. La fin des chantiers, donc vous participez à la fin des chantiers jusqu'au bout, puisque oui, c'est commerce. Jusqu'au bout. Et ensuite, qu'est-ce que vous êtes chômeur, vous êtes retraité? Je suis retraité. Et j'ai continué, j'étais retraité. Ah bon? Oui. J'étais parti, moi, je suis parti à 60 ans. D'accord. Voilà. Et donc,
Bon, moi, alors, après, ce que je dis de cette expérience, on ne peut pas la retraduire. J'ai rencontré des tas de gens. Ouais, voilà. Voilà. Il a fallu que moi-même je fasse des efforts parce que culturels de toute nature, parce que quand tu vas dans un cabinet devant un juge, devant un tribunal et tout, comme je l'ai fait moi, ou bien même au conseil d'administration, je me rappelle une anecdote, je te la dire. Un jour, Ehrlich, qui me dit en tant que conseil d'administration, le siège était sur les Champs-Élysées. Et les Japonais, ils étaient en grève aussi, les travailleurs japonais, et ils avaient mis un bracelet là. Et Ehrlich qui me dit, Monsieur Colonna, pourquoi feriez-vous pas comme les Japonais mettre un truc quand on était en grève, nous aussi. Alors je le regarde et je lui dis, Monsieur le Président, quand bien même nous mettrions la veste blanche des garçons de café, vous croyez que ça va vous changer? Je vous jure les gars, le conseil d'administration, il est un éclat de rire. Ils m'ont tous applaudi. Alors, là, il y a un truc, on ne peut pas le retraduire, c'est impossible. Je suis en face d'adversaires de classe. Des adversaires de classe. Hein. Bon. Je représente la CGT. Tout l'honneur de la CGT. On n'imagine pas ça. Mais quand tu réfléchis, tu dis, tu es là, tu représentes les travailleurs, des milliers de travailleurs. Fais attention à ce que tu vas dire. Attention. Les premiers temps, c'est dur. Tu te sens pas du tout à l'aise. Hein. Non pas qu'après je m'y sentais, mais après j'avais pris ma place. Ouais, voilà. J'avais pris ma place. Voilà. Et je n'avais pas... Jamais une fois j'ai été coupé. Hein. Non, Ehrlich, pour ça, Ehrlich, ce qu'on n'a pas... Allez-y, monsieur Conrad. Et beaucoup de choses, ça avait fait rire tout le monde. Qu'est-ce que vous retenez essentiellement de votre carrière au chantier, de tout ce qui s'est passé pendant les 40 ans, ou les 30 ans où vous y avez travaillé? Je pense, c'est pas moi qui peux me juger moi-même, mais je crois que j'ai effectué ces différentes fonctions dans le respect du syndicalisme et de la CGT à laquelle j'appartenais. J'appartiens toujours à la CGT, même. J'appartenais au moment de l'activité. Hein. Je crois avoir... J'étais souvent... Alors ça, bon, on n'en parle pas parce que j'oublie. J'étais souvent à la CGT. J'ai fait beaucoup de voyages avec des responsables de CGT. J'ai représenté la CGT par des grandes... en Pologne, par exemple, des grands défilés de la libération, tout ça. Bon, à plusieurs endroits, avec Livio Mascarello en Italie, des parfums, d'autres trucs que j'ai... Non, personne... Mais, en fait, personne ne sait. Parce que je disais, les gars, je veux... Oh, alors, il m'a dit, oh, peut-être il vas-y. Oh, putain, lui, pourvu qu'il n'est pas parti au lit. C'est pas oublié. Il faut une étincelle pour que ça revienne en surface, voilà. Donc, j'ai donc représenté la CGT dans beaucoup d'organismes, voilà. J'ai appris aussi des responsables CGT. J'ai beaucoup aidé de gens parce que, quoi qu'on en dise, c'est pas toujours facile d'accéder aux responsables de la CGT. Bon, moi j'avais Livio Mascarello qui était vraiment secrétaire de la CGT, était un ami intime. Donc j'avais un problème quelconque, j'appelais tout ça. Après j'étais connu, j'allais à la CGT, tout ça. Donc moi j'ai facilité certaines choses, voilà. Et j'ai acquis, pardon. Et alors, un truc alors que je souligne, alors, avec des tas de barres, j'ai appris beaucoup de choses, le français, les connaissances historiques, les connaissances humaines, les connaissances sociales. Ça c'est personnel, je vais vous dire. Je ne peux pas, mais je me suis trouvé avec des gens, j'ai fait les écoles de la CGT, peut-être de certains d'entre vous les ont faites. Bon, j'en ai dirigé. J'avais Théo Cornier avec moi. Vous voulez Théo Cornier? Oui. Il a été secrétaire du CE, Théo. Oui. Ouais. C'était un grand ami, Théo. Il avait beaucoup d'affection et je crois qu'il en avait pour moi. Après, il y a les copains. Alors, il y a quand même un truc qu'on ne peut pas développer, ça, c'est pas possible. Il y a des copains que je n'oublierai jamais. Du syndicat, du CE, du syndicat, qui furent pour moi des gens quand même qui m'ont beaucoup apporté sur les connaissances, sur leur façon de penser, pour l'analyse des luttes, des trucs comme ça. L'Amiens,
Ça a En été fait, créé quand les ça a fermé, dates, quand je ça a m'en fermé, rappelle. non mais quand ça a fermé. Oui. Puisque c'est Voilà, l'association c'est-à-dire pour que- le maintien des intérêts des travailleurs. Il a fallu qu'on fasse juridiquement une structure. Une association. C'est C'est une association, ça nous voilà. sommes d'accord. Donc elle avait. Qui ça a été le président? Alors, ça a été moi. Et, alors, moi, Vas-y, je t'écoute. Vas-y, Louis. ouais, comme nous, notre but, c'est qu'un jour, c'est de perpétuer la mémoire des chantiers. Est-ce que ça vous intéresserait, vous, qu'il y ait quelque part quelque chose qui rappelle qu'à la Seine, il y a eu un grand chantier? Ah oui, moi je suis arrivé à la Seine, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Hein. Je suis rentré, j'avais 15 ans. Ah, c'est une idée que je ne peux que soutenir. Hein. Il reste toujours le côté affection. Ouais. Mais au-delà de ça, quand même, il y a Ah ben il y a la vie des hommes, des femmes, Voilà. des hommes, tout ça. Ouais, Et les techniques.